Sud Radio, l'invité politique. Patrick Roger. L'invité politique ce matin de Sud Radio est Naïma Mouchou, vice-présidente de l'Assemblée nationale, députée du Val d'Oise et porte-parole d'Horizon et donc d'Édouard Philippe. Bonjour Naïma Mouchou. Édouard Philippe, on va en reparler dans un instant parce que c'est lui le mieux placé derrière Marine Le Pen et Jordan Bardella dans notre sondage du jour, IFOP fiducial pour Sud Radio et Le Figaro. Nous allons revenir aussi sur la guerre en Ukraine, l'initiative des Européens, nos finances publiques, les polémiques également autour de Rima Hassan et Sarah Nafo. Commençons donc par l'Europe, l'Ukraine. Après le clash de vendredi entre Trump et Zelensky, il y a 2 sommets européens, l'un qui a eu lieu hier, l'autre jeudi prochain sur le réarmement. Est-ce qu'il y a une crainte réelle aussi d'abandon de Trump qui doivent nous dans l'OTAN, qui doivent nous pousser à nous réarmer ? Je crois que oui, et je crois que ces sommets sont une bonne nouvelle. Ils marquent le réveil des Européens. La séquence de la visite de Zelensky à Washington a quand même montré qu'il y avait une forme de mépris stratégique et dangereux de l'Amérique vis-à-vis de l'Europe. Et il ne faut pas croire que ce conflit ukrainien soit éloigné de nous. En réalité, l'Ukraine aujourd'hui, c'est le front avancé de la démocratie contre le retour, je dirais, des impérialismes. On voit bien que la Russie, au premier plan, mais la Chine aussi, et peut-être même d'autres, des organisations terroristes islamistes qui ont des volontés hégémoniques, qui ont envie d'affaiblir l'Europe. Et Donald Trump, vous voyez, traite l'Ukraine comme une espèce de ligne comptable dans un grand livre de comptes. Donald Trump, c'est d'abord un mercantile, un homme d'affaires avant d'être un homme politique. Et on ne peut pas accepter qu'il traite l'Ukraine, la sécurité de l'Europe, comme on négocie un contrat. Là est la limite. Oui, non, mais c'est aussi parce que les États-Unis ont dépensé beaucoup d'argent, tout de même. Oui, au même titre que l'Europe, et l'Europe encore davantage. Ouais. Mais c'est normal. Et c'est bien normal si nous voulons assurer la sécurité du monde. Donc il peut demander des comptes en échange aussi à Zelensky, quoi, non ? C'est pas le problème. Mais il ne peut pas être seul à la table des négociations, il ne peut pas le faire avec la brutalité avec laquelle il l'a fait. Il y a des conditions et il ne peut pas non plus renier ce qui sont des alliances historiques avec les Européens. Et la manière dont tout ça s'est déroulé n'est pas à l'avantage des États-Unis. Oui, c'est ça. Est-ce qu'il y a eu une volonté d'humiliation de Trump, comme l'a tweeté Édouard Philippe ? Je crois que c'est son habitude, malheureusement. Je crois que cet homme est fait de ce style-là, de brutalité et de violence avec les autres. Il ne considère pas qu'il a des alliés ou des partenaires. Il voit les gens en adversaires ou en contractuels. Vous voyez, c'est toute la différence avec ce qui a été pendant des décennies, des siècles même, la diplomatie américaine. Et c'est ça qui est dangereux pour nous aujourd'hui, pour l'Europe, pour sa sécurité. Oui. Donc vous dites qu'il y a eu vraiment cette volonté. Emmanuel Macron évoque l'idée d'un cessez-le-feu d'1 mois. C'est partiel. Est-ce que c'est une idée vraiment sérieuse ? Parce que les Ukrainiens, il peut y avoir un scepticisme en se disant, si on arrête, qu'est-ce qui va se passer, quoi ? Bien sûr. Est-ce que l'idée est parfaite ? La question se pose aujourd'hui, mais enfin c'est quand même une idée. Le cessez-le-feu qui permettrait effectivement aux Ukrainiens et au peuple ukrainien en particulier de souffler. Donc c'est intéressant de voir que l'Europe a la capacité de se réunir dans l'urgence. C'est important de savoir que les dirigeants européens ont ce pouvoir aussi de mettre les choses sur la table. Il n'y a pas que les États-Unis qui comptent. Oui, mais alors pour qu'ils se réunissent dans l'urgence et qu'ils agissent, il a fallu qu'ils aient la crainte ce que j'évoquais tout à l'heure, des Américains, qu'on soit un peu lâchés, quoi, bien sûr. Et qu'on prenne nos responsabilités. C'est souvent dos au mur que les réactions dans l'urgence se font. On n'a pas le choix. D'ailleurs, il valait mieux tard que jamais. Oui. Vous pensez comme Jean-Noël Barrot qui a dit ce matin que la ligne de front ne cesse de se rapprocher en fait de nous ? Je crois qu'il n'a pas tort. Et je crois que le danger est précisément là, jusqu'où la volonté d'hégémonie, d'impérialisme s'arrête. Est-ce que, après l'Ukraine, imaginons, on laisse tomber l'Ukraine demain, imaginons qu'on abandonne l'Ukraine. Est-ce qu'on va laisser Vladimir Poutine dicter sa loi en Europe ? Est-ce que demain c'est la Moldavie ? Est-ce que demain c'est la Roumanie encore ? Jusqu'où ? Elle est là la question. Et c'est pour ça que je parle de sécurité qui doit s'organiser en Europe. Est-ce que c'est vraiment abandonner l'Ukraine ou est-ce que c'est partager, entre guillemets, ce territoire comme ça avait été évoqué d'ailleurs dès le début du conflit, quoi. Moi, je ne sais pas quelle sera la solution. Personne ne sait d'ailleurs quelle sera la solution, qui permettra de mettre fin à ce conflit. On verra bien, est-ce que c'est un partage de territoire ou pas. En tout cas, Zelensky, comme l'Europe, est prête à avancer vers la paix. Mais il faut que les Américains se ressaisissent. Mais alors, il faut financer. Est-ce que l'on a les moyens, en fait, de financer aujourd'hui notre défense ? Il faut le faire. Je veux dire, nous n'avons pas le choix aujourd'hui. Alors, on a commencé à le faire. La France a commencé à augmenter ses moyens de défense pour renforcer son armée. Et cette idée qui a germé de dire les dépenses en matière de défense sortent
du déficit public, de la fameuse barre des 3%, est une bonne idée. C'est une idée opportune. Il faut que l'Europe se saisisse de ça. On a besoin de renforcer notre industrie. On a besoin de redonner des moyens à nos soldats et puis d'essayer de construire cette Europe de la défense dont on voit bien qu'on a besoin parce qu'on ne peut pas, dépendre des élections américaines. Quelle est l'idée de financement du côté d'Horizon pour ça, justement? Est-ce qu'il y a des solutions pour financer notre défense, quoi? Ben bien sûr, ça fait partie. Emmanuel Macron, à un moment donné, avait évoqué l'épargne des Français. Est-ce qu'il faut aller jusque-là? Alors, j'ai vu que l'idée était sur la table. Je vais vous dire, elle a même été déjà débattue à l'Assemblée nationale. C'est une des propositions qui a été faite. Donc, vous voyez, on n'est pas très éloigné de ce que dit le président de la République. Moi, je pense qu'il y a d'autres solutions. Je ne suis pas là pour dévoiler ce que sera le programme Horizon. Un temps pour tout. Dites un mot, ça nous intéresse. Attendez, bien sûr. Naïma Moutchou, ça nous intéresse, d'autant que votre poulain, entre guillemets, Édouard Philippe, est plutôt bien positionné dans le sondage ce matin. Ce que je peux vous dire, c'est que depuis longtemps déjà, il considère que la défense et l'armée doivent être une priorité de la nation. Ça fait quelques années déjà qu'il le dit. Il l'a dit publiquement et il l'a écrit. La question des moyens, elle s'inscrit, vous le savez bien, dans la perspective de nos finances publiques. Et donc, il faudra aller rechercher des ressources. Nous continuons à y travailler, nous continuons à y réfléchir, mais je peux vous dire que c'est un point crucial du programme. Oui, Naïma Moutchou, vous êtes vice-présidente de l'Assemblée nationale. Cet après-midi, il y a un débat sur l'Ukraine, mais sans vote. À quoi ça va servir alors? Ces débats sans vote, ça sert à quoi? Non, ce sont des débats importants, même s'il n'y a pas vote, parce qu'ils permettent à chacun de se positionner. Chacun devra dire de quel côté il se situe. Est-ce qu'il se situe en défense de l'Ukraine, avec une réponse sans appel, ferme, un non à Vladimir Poutine, ou est-ce que nous avons à l'Assemblée nationale des groupes politiques qui sont dans l'ingérence, qui sont partisans d'intérêts extérieurs? Voilà. Est-ce qu'on est sur une ligne nationale ou pas? Est-ce que vous pensez que les rangs seront serrés et pleins cet après-midi à l'Assemblée nationale ou pas? Je Parce l'espère. qu'on voit parfois sur certains moments importants que finalement ce n'est pas au complet à l'Assemblée nationale. Vous avez raison, mais ça peut s'expliquer aussi. Il se trouve que moi je serai à l'Assemblée nationale cet après-midi, mais à la même heure, j'ai une commission des lois qui se tient. Je devrais être en commission pour présenter un texte qui sera soumis au vote et ensuite j'irai en hémicycle. Il peut y avoir parfois des réunions, des auditions, des commissions qui se tiennent en même temps. Mais j'espère que nous serons le plus nombreux possible. Oui, parce que c'est important de se positionner. C'est fondamental. C'est un sujet crucial. Parce que j'ai vu aussi qu'il y a quelque temps, vous aviez déclaré dans une interview, je crois que c'est au magazine Le Point, que finalement, à l'Assemblée nationale, on n'allait plus sur des vrais sujets en fait, de fond, structurants pour le pays. Non, je me trompe? Non, vous avez raison et je ne renie pas mes propos. Bien sûr, parce que la difficulté, c'est que nous sommes entrés dans une nouvelle ère politique après la dissolution et qui est davantage dans le bruit, dans le désordre. Moi, je préside un certain nombre de séances et c'est difficile. Bon, ça vient d'un bord plus que l'autre. D'un bord à gauche plus que de l'autre. Donc LFI joue un rôle particulier dans une stratégie. Attention, c'est quelque chose qui est assumé. C'est pas une erreur, un malentendu. France Insoumise a décidé qu'il fallait être dans la conflictualisation en permanence. Il faut être dans le conflit, il faut créer le désordre et eux espèrent tirer parti de ce désordre. Sauf que l'image qui est renvoyée est terrible. Il y a suffisamment la place à l'Assemblée nationale pour débattre et débattre dans le respect. Est-ce qu'il faudrait revoir les règlements à l'Assemblée nationale? Oui, je crois. Mais bien sûr, moi je crois. Il faut s'adapter. Vous en parlez avec Yael Braun-Pivet, la présidente? On en parle en réunion de bureau et avec d'autres, d'ailleurs, de bord tout à fait différents. Qu'est-ce qu'il faudrait éventuellement changer? Je crois qu'il faut revoir l'échelle des sanctions qui n'est pas adaptée. On est amené régulièrement à se réunir pour sanctionner des comportements, des propos tenus par des députés. Et l'Assemblée nationale n'offre que 3 types de sanctions. Ça n'est pas assez. Il faut qu'on s'adapte aussi à la réalité de ce qu'est devenue cette Assemblée nationale qui ne ressemble pas à celle d'hier. Bon, et donc ça peut se décider où à l'Assemblée nationale, justement? Ça peut se décider à l'Assemblée, mais il faut un consensus des groupes politiques et c'est là tout le problème. Oui, on a parlé des finances à l'instant, bien sûr, avec cet effort de guerre qu'il faut faire. Donc là, vous êtes d'accord, vous attendez justement, ce sera évoqué cet après-midi à l'Assemblée. Oui, vous l'espérez? Mais bien sûr, c'est un point important. On ne peut pas parler de défense et de sécurité si on ne parle pas d'argent qu'on investit dans notre propre défense nationale. Alors venons-en justement aux questions d'argent, parce qu'il y a beaucoup de questions sur la table en ce moment. Les retraites, par exemple. On sait qu'il y a du débat. Est-ce qu'il faudrait un référendum? Vous y êtes favorable, vous, à ce référendum qui a été évoqué par François Bayrou il y a quelques jours? Oui, François Bayrou a expliqué que s'il y avait blocage à l'Assemblée nationale, au Parlement en général, il faudrait peut-être recourir au référendum. Moi, je ne sais pas. Mais avec quelle question? Exactement. C'est la question que je pose. Non, mais c'est la question que je pose.
Qu'est-ce qu'on peut demander aux Français? Est-ce que c'est travailler plus longtemps ou pas? On voit à peu près la réponse qui serait donnée. Moi, je crois que c'est de la responsabilité des forces politiques de se saisir de ce sujet. Nous sommes à peu près d'accord sur le fait que le système est déséquilibré et que nous tenons au système par répartition de solidarité intergénérationnelle. Une fois qu'on a mis ça sur la table, évaluons les pistes de financement. D'abord, débattons et voyons ce qu'il en ressort. Ce qui est certain, c'est qu'on ne peut pas toucher à cette ligne d'équilibre de l'âge d'un système qui est totalement difficile. Sinon, qu'est-ce qu'on fait? On va augmenter les cotisations qui sont payées par les salariés? On va baisser les pensions? Ça n'est pas envisageable. En tout cas, c'est pas ce que nous voulons. Donc, sur le référendum, vous dites pourquoi pas, mais encore faut-il définir la question. Pourquoi pas? J'insiste sur le pas alors. Ah oui, vous êtes plus sur le pas. Oui, je suis plus sur le pas. C'est la position d'Édouard Philippe aussi. Il est sceptique. Je ne sais pas s'il est sceptique sur le référendum. Attendez, vous êtes son porte-parole. Absolument, mais je n'ai pas toutes les réponses. Il s'exprimera lui-même en temps voulu. Moi, je vous dis qu'à titre personnel, je ne vois pas ce que le référendum pourrait faire avancer. On peut nous-mêmes essayer d'améliorer un certain nombre de dispositifs. Déjà, comme parlementaires, c'est notre responsabilité. On a été élus pour ça, sur les carrières longues, sur le travail des femmes, sur les métiers pénibles. Je crois qu'on est à peu près d'accord. Alors, est-ce qu'on peut déjà essayer de légiférer sur ce sujet? À propos des finances, Amélie de Montchalin, qui est justement au budget, elle veut converser avec les Français, je ne sais pas si vous avez vu ça, et les parlementaires, elle veut lancer une grande conversation. Qu'est-ce que vous en pensez de cette idée? Ça peut ressembler à quoi? Oui, alors c'est une bonne question, je ne sais pas. Une nouvelle fois, alors c'est comme le référendum. Des conventions citoyennes, je suis sceptique, je suis toujours sceptique, et je ne voudrais pas que le système représentatif soit affaibli. Moi, je crois au système de la représentation nationale, et il est important. Et même si l'Assemblée nationale donne l'impression de ce chaos, on a quand même des voix qui s'expriment au nom de la population. Donc c'est important. Et je ne voudrais pas qu'on essaie de trouver des échappatoires qui ne donnent pas de résultats pour revenir au point de départ. Ça nous ferait perdre du temps. Je crois que c'est plutôt aux parlementaires de prendre leurs responsabilités sur tous ces sujets. Alors, sur tous ces sujets, c'est-à-dire référendum comme grande conversation, c'est une forme d'écran de fumée de la part des ministres et du gouvernement aujourd'hui. Je dirais pas ça. Je crois qu'il y a de la bonne volonté. Je crois qu'il y a des propositions qui sont mises sur la table. Oui, mais écran de fumée, je veux dire c'est-à-dire dire, écoutez, aux Français, vous allez prendre part à nos grandes décisions. On peut le dire. Mais on peut le dire, mais il faut que ce soit bien fait. Mais ça, c'est une autre affaire. On peut imaginer un référendum sur l'assurance chômage, par exemple, en demandant aux Français où ils veulent aller. Quelles conditions ils veulent revoir. Ça, c'est lisible. Peut-être qu'un référendum sur la fin de vie, qui est un sujet qui touche la population, peut être envisagé. Mais d'abord, le référendum, vous savez que le périmètre, il est rétréci par la Constitution. On ne peut pas poser des questions sur tout le temps. Alors, on peut revoir peut-être un peu la Constitution avec Richard Ferrand. Oui, tout à fait. Mais attention aux résultats de ces référendums, à la manière dont les questions sont posées, parce qu'une fois qu'on l'a mis dans le débat, on ne maîtrise plus ce débat. Ça peut être dangereux. Oui, ça peut être dangereux. Bon, en tout cas, on verra s'élancer cette idée de grande conversation. On verra. Rima Hassan, est-ce qu'elle doit être déchue de sa nationalité? C'est une question qui a été évoquée par des ministres après ses propos jeudi. À ce même micro, à cette même heure, sur Sud Radio, micro de Jean-Jacques Bourdin, où elle a provoqué des réactions indignées en assurant que le Hamas a une action légitime du point de vue du droit international qui justifie. Bon, je ne vais pas donner toute la phrase, mais c'était ça. Vous, votre réaction? Moi, j'ai été choquée. Vous avez été choquée. Et on peut être largement choqué par les propos qu'elle a tenus, qui sont indignes et qui sont en partie mensongers. Oser dire que le Hamas a une action légitime qui s'inscrira dans une forme de résistance, franchement, légitimer, comme elle le fait, l'horreur, relativiser le terrorisme. Le Hamas est une organisation terroriste, classée comme telle par les États-Unis, par l'Union européenne, par le Canada, par un certain nombre de démocraties. Rima Hassan est juriste. Elle connaît bien le droit international. Et elle le tord et elle le défend pour servir sa cause. Mais massacrer des civils, s'en servir comme bouclier, se servir d'hôpitaux et d'écoles. Elle connaît la Convention de Genève, elle connaît la Charte des Nations Unies, elle sait que c'est inacceptable, elle sait que c'est condamné. Et donc, avoir ce parti pris qui est le sien, considérer que quand il faut pleurer sur des otages, sont uniquement les otages palestiniens, ou que quand il y a des morts, il faut se préoccuper uniquement des morts palestiniens. Bref, dire que la souffrance, dire que la souffrance n'est que dans un camp, c'est inacceptable. Voilà. Et moi, je dénonce la ces souffrance discours. est du côté palestinien.
Oui, mais enfin, la souffrance, elle est partout où il y a des drames humains. Et moi, je lui reproche ce discours qui est plus qu'un discours de militant. Là, on est dans une idéologie radicale d'un seul camp. Alors, justement, est-ce que ça doit conduire sa déclaration jusqu'à une demande de déchéance de la nationalité? Alors, moi, je suis claire, c'est non. On peut être choqué. Moi, je le suis. Et je crois que le procureur de la République a été saisi, d'ailleurs, au titre de l'article 40 par des élus pour dénoncer ce type de propos. Mais moi, je crois que ça se combat là et que ça se combat dans les idées. C'est par les idées. Donc vous êtes pour un respect d'une liberté d'expression, des expressions. Je continuerai à dire qu'elle a tort, je continuerai à dire que la vérité ne se trouve pas là, mais la déchéance de nationalité, c'est autre chose. C'est quelque chose de très exceptionnel dans notre droit. On déchoit de la nationalité des terroristes, des gens qui sont allés servir des groupes armés contre nos propres soldats. Et en invoquant la déchéance de la nationalité, je vais vous dire, on en fait une victime. On fait de Rima Hassan une victime. Je le déplore. Avec toutes ces prises de position. Vous, à propos d'une autre personnalité en politique, c'est Sarah Gnafo. J'ai l'impression que vous l'avez pris un petit peu pour cible. Elle, peut-être, vous a pris aussi pour cible, j'en sais rien. Mais il y a eu quelques déclarations ces derniers temps de vous, notamment parce qu'elle avait dit, ou le premier prénom, c'est un pas qu'on peut faire vers la France. C'est ça. Alors, vous appelez Naïma Moutchou. Naïma, donc vous avez votre prénom, Naïma. Donc elle me cible. Quand Sarah Gnafo explique que peut-être que le choix d'un prénom français, c'est un premier pas vers la France, qu'est-ce que ça veut dire pour ceux qui n'ont pas un prénom français du calendrier chrétien, comme moi? Et donc je ne suis pas française, ou je suis moins française, ou je suis antinationale. Enfin, c'est une honte. C'est une honte, et puis c'est une blessure personnelle. Je m'appelle Naïma et je vais vous dire mon prénom, il est français parce que moi je suis française et j'ai mon pays au cœur. Et peut-être plus qu'elle d'ailleurs, parce que quand je la vois faire tous ces allers-retours, aux États-Unis, tous ces voyages qu'elle fait avec les Américains, qu'est-ce que c'est que cette proximité avec des cercles trumpistes? Elle qui dit toute la journée la souveraineté de la France, et elle va s'acoquiner avec des réseaux américains réactionnaires qui veulent nous fragiliser. Précisément, qui veulent nous affaiblir. Donc vous dites qu'elle est au service. Elle est au service finalement un peu des États-Unis. Indirectement, je ne peux pas le dire, mais indirectement, bien sûr. Elle nous dit toute la journée, il faut s'affranchir de Bruxelles, du jeu européen, etc. Et c'est la première à aller chercher des soutiens avec des gens qui ne nous veulent pas du bien. Donc je pose la question, est-ce qu'elle est sur une ligne nationale ou est-ce qu'elle sert indirectement des intérêts étrangers? De la même manière que Rima Hassan, en vérité. Mais de l'autre côté. De l'autre côté. C'est pour ça que, évidemment, vous avez une polémique avec ces deux personnalités. Sarah Gnafo. Absolument. Et moi, je suis en totale opposition. Moi, je suis sur une ligne gaulliste. D'accord? Qui place la France au-dessus de tout. Et je considère que pour assurer notre souveraineté et notre sécurité, ce sont nos intérêts d'abord. Et je ne vais pas aller me faire plaisir en servant la soupe aux uns ou aux autres. C'est la France d'abord. Naïma Moutchou, puisqu'on évoque en fait les origines, vous êtes d'origine marocaine, bien sûr. Comment vous prenez ce conflit avec l'Algérie en fait aujourd'hui, où beaucoup ont dit qu'on ne se faisait pas suffisamment respecter de l'Algérie? Est-ce qu'on doit continuer dans les tensions, dans des sanctions, plutôt que essayer d'apaiser, de trouver des solutions, comme le disent certains? Premier point, mes origines marocaines n'ont rien à voir avec la position. Non, mais je préfère le préciser, avec la position qui pourrait être la mienne sur ce sujet. Nous avons avec l'Algérie des relations historiques, anciennes, et douloureuses. Moi, je crois qu'il faut qu'on change d'air, tout simplement. Il faut qu'on sorte, voyez, de cette rente mémorielle, on appelle ça, cette espèce de cercle vicieux qui voudrait qu'en permanence, effectivement, on n'ait plus que des discours de reproches les uns vis-à-vis des autres. Ça veut dire qu'il faut avoir un discours de clarté, de responsabilité avec l'autorité algérienne. Il faut dire à Alger, d'abord, on est un pays souverain. C'est normal qu'on défende nos propres intérêts. Quand on demande à l'Algérie de reprendre ses ressortissants, qui ont été des menaces à l'ordre public pour nous, on attend de la part de notre partenaire une réponse positive. Quand elle ne l'est pas, c'est normal qu'on soit dans le rapport de force. Mais moi, je veux que ce rapport de force il soit diplomatique. D'accord? Je veux pas qu'il y ait d'animosité personnelle. Ça fait souffrir le peuple algérien, ça fait souffrir la communauté franco-algérienne, et je vais vous dire, ça n'amènera à rien. Donc il faut qu'on reprenne de la force diplomatique avec l'Algérie, qu'on soit dans un rapport de force avec elle, comme avec les autres pays avec qui nous sommes des partenaires, et je pense qu'elle est là. La sortie. Les accords de 68, par exemple, nous avons été les premiers avec Édouard Philippe et avec Horizon il y a 2 ans de ça déjà. À dire qu'il fallait sortir. Bien sûr, la question migratoire, elle n'est plus la même qu'en 1968. Les conditions économiques même, c'est un accord qui est obsolète. Cet accord de privilège migratoire, de bénéfice de visa, doit être revu. Ça ne veut pas dire que c'est la rupture. Je vais vous dire, la fermeté avec l'Algérie, oui.
mais la fermeté, c'est pas la rupture. La clarté aussi, oui, mais la clarté, ça n'est pas l'animosité. Oui, Naïma Moutchou, vous avez évoqué Édouard Philippe à l'instant, parce que c'est donc, vous êtes le porte-parole, vous êtes la porte-parole d'Horizon, bien sûr. Il est bien positionné dans notre sondage aujourd'hui, IFOP fiducial pour Sud Radio et Le Figaro, mais il est quand même derrière Marine Le Pen et Jordan Bardella. Il est à 38% des Français, des personnalités qui voudraient le voir se présenter à la présidentielle. Comment vous jugez en fait ce classement en fait aujourd'hui? Alors c'est une photo, hein, oui, bien tout sûr. à fait. Avec précaution, je juge toujours avec beaucoup de précaution. Bon, c'est une bonne nouvelle. Ouais. Il vaut mieux qu'il soit 3e que 10e dans ce classement. Ça veut dire quelque chose de la relation qu'il a réussi à nouer avec les Français. Il se déplace beaucoup sur le territoire. Parfois, certains lui reprochent de ne pas s'exprimer, mais en vérité, il est au contact quotidien avec les Français. C'est comme ça qu'on construit un projet pour la nation. C'est pas en faisant de la figuration à la télévision, c'est pas vrai. Deuxième chose, on fait attention à ce que veulent dire ces sondages. Nous, on continue à travailler, on continue à construire. Ce qu'on veut, c'est donner de la perspective aux gens, faire des constats qui soient lucides et apporter des réponses. Et surtout donner de la perspective, parce que ces réponses de court terme aujourd'hui, d'urgence, voilà où est le problème. Il faut qu'on donne une image de ce qu'on veut que soit la France à 15 ans, à 20 ans, à 30 ans. Et ça change en fait assez vite. Bon, Gabriel Attal est derrière lui. Il y a quelques mois, on ne parlait pas de Bruno Retailleau dans ce classement. Aujourd'hui, il est ex aequo, juste derrière Édouard Philippe. C'est une personnalité qui va compter pour la présidentielle, selon vous, en fait, demain. Et pour Édouard Philippe, c'est une difficulté supplémentaire, peut-être? Non, on ne voit pas les choses de cette manière. Alors, c'est une personnalité qui a compté, Bruno Retailleau, hier. Qui a compté, qui compte, mais qui ne va pas compter demain. Non, qui compte et qui comptera. Ah oui. Oui, je veux dire, Bruno Retailleau, on connaissait comme sénateur déjà, président du groupe Les Républicains au Sénat. Le fait qu'il était ministre de l'Intérieur lui a donné une envergure particulière. Moi, c'est quelqu'un que j'apprécie, c'est quelqu'un avec qui j'ai des contacts, c'est quelqu'un avec qui on discute. Et donc, je peux imaginer qu'il soit dans cette équipe demain. C'est un peu trop tôt. Alors après, dans l'équipe, qui est le leader de l'équipe? C'est toute la question. Oui, mais nous verrons bien. Mais vous savez, il n'est pas anormal aujourd'hui qu'il y ait des ambitions personnelles qui s'expriment, c'est le jeu politique. Ce qui est important, c'est que le moment venu, ces ambitions personnelles, elles s'inscrivent dans un projet collectif, dans une histoire collective, pour que la droite et le centre l'emportent face à Marine Le Pen. Merci beaucoup, Naïma Moutchou, d'être venue ce matin. Vous allez aller à l'Assemblée nationale, puisqu'il y a ces débats cet après-midi autour de l'Ukraine. Je rappelle que vous êtes vice-présidente de l'Assemblée nationale et porte-parole d'Horizon et d'Édouard Philippe. Merci beaucoup. Dans un instant, on va continuer, évidemment, la vérité en face. On reviendra, puisqu'on a évoqué les finances. Je recevrai à 9h15 Agnès Verdier-Molinier, qui vient d'écrire Face au mur, dette, désindustrialisation, normes, assistanat, sécurité. Elle dénonce certaines situations, mais surtout ce qui est intéressant, c'est qu'elle propose des solutions, des pistes en fait d'économie. Nous verrons cela en détail et vous pourrez réagir. Et puis Frédéric Dabi sera avec nous pour nous commenter ce sondage dont on vient de parler.